is maintaining that majority of that religious ethnic group of Israel to call itself a democracy for that reason. Israël se définit comme un État juif, l'État des Juifs même, ce qui induit des droits et des privilèges pour les Juifs comme groupe ethnico-religieux. Et en réalité, les politiques menées par l'État d'Israël, y compris au nom de la sécurité, ce qu'il s'agit de sécuriser, c'est la domination, y compris numérique, de ce groupe ethnico-religieux afin d'assurer, perpétuer sa domination. So what does it do to maintain that regime is it puts the other in a space of segregation and separation through a multitude of various different legal systems, so as not to imply that, well, evidently, so the picture does not look like Israel is apartheid state by giving by segregating against one people. So what it does is segregates into groups of people within different legal systems to keep it disunity among the Palestinian front and for future, in order not to have something united and not to look as a direct apartheid state. Il avait terminé la précédente en disant que c'était ce qui permettait à l'État d'Israël d'assurer cette suprématie, y compris démographique, de préserver les apparences d'une démocratie, parce que les Juifs demeurent largement majoritaires. Et du coup, dans le traitement de la minorité palestinienne, il y a une multitude de régimes juridiques distincts qui ont été faits, et de dispositifs législatifs discriminatoires pour traiter de manière séparée les différents groupes, les Palestiniens d'Israël, les Palestiniens de l'extérieur, les Bédouins, etc., afin de ne pas donner l'image à l'extérieur d'un apartheid dirigé contre un peuple, mais de quelque chose de multiple, de diffus, qui est moins évident du coup à voir, et ça sert aussi à séparer, fragmenter la population palestinienne elle-même et donner l'apparence d'une division extérieure. And that is very simply and evidently implemented through a system this policy is implemented through a system of ID classifications in which different Palestinians hold literally different colors of IDs to indicate to which legal system they do belong. And each one has its own complications and its own bureaucratic kind of sphere in which it operates, again leaving these Palestinians disunited in front of Une des manifestations les plus flagrantes de ces pratiques, c'est les papiers d'identité en réalité qui sont différents selon les différents groupes de Palestiniens, avec y compris différentes couleurs pour les cartes d'identité. Voilà, à Jérusalem c'est les cartes bleues, dans les territoires palestiniens c'est les cartes vertes, les citoyens palestiniens d'Israël c'est encore une autre couleur, avec les propres difficultés bureaucratiques pour chacun des groupes, et donc l'objectif étant toujours le même, c'est-à-dire de diviser entre différentes sphères. However, I'm not here today to speak about the different. I'm not here to draw relations between the apartheid in South Africa or to explain how apartheid is exactly. I feel like our hosts here have done a great job doing that. However, and therefore, I will be speaking as a Palestinian who is part of that 20% of Israeli population, of the Arab Israeli population living within the sovereignty of Israel, and I will try to explain. First of all, some factual daily life things that happen from a cultural perspective and from a more legal perspective at the start. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ils pourront m'applaudir après. Donc ce qu'il va faire ce soir, ce qu'il va faire maintenant, c'est pas expliquer pourquoi Israël ressemble à l'Afrique du Sud ou expliquer en quoi consiste l'apartheid israélien. Je pense que les intervenants précédents l'ont bien fait, ce que je confirme. Mais plutôt de parler de lui, de sa situation, de Palestiniens résidant en Israël et donc appartenant à cette minorité qui représente à peu près 20% de la population, et expliquer les désagréments, les tracas législatifs, culturels, etc., auxquels il est confronté dans sa vie quotidienne en tant que minorité palestinienne en Israël. So how do I define myself in a Jewish state? Well, basically and simply I don't.
The reason being is because it defines itself in the nature of a Jewish state in which I cannot ever be a part of. The state itself has almost 50 laws that discriminate and segregate to keep people, the other, which is not of this ethnic religious group, in this surreal sphere that they can that disallows them from reaching what a regular citizen of any other state would reach in terms of aspirations and ambitions. Alors, comment je me définis moi en tant que Palestinien dans un État qui se revendique État juif? Je peux pas me définir parce que je me sens pas comme appartenant forcément à cet État, mais par contre je fais partie de ce groupe, l'autre contre lequel il existe pas loin de 50 dispositions législatives discriminatoires et qui font de cet autre, de l'État juif, une catégorie de la population qui ne peut pas bénéficier des droits et qui ne peut pas avoir les aspirations que n'importe quel citoyen peut avoir dans un pays démocratique dans le monde. So, for example, the major sections of this systematic segregation deal with issues of housing, land, jobs, education, etc. So when we speak about, for instance, land, you can see that 20% of the Arab Palestinian population that reside in Israel only acquire 2.5% of the land of Israel. Alors la discrimination se manifeste à divers niveaux, et notamment les plus fondamentaux, le travail, le logement, la possession de la terre, etc. Et si on prend par exemple le cas de la propriété terrienne, on se rend compte que les Palestiniens qui représentent 20% de la population de l'État d'Israël possèdent et occupent en réalité 2,5% seulement de la terre. And more important issues like housing, for instance, you can see that since the creation of the State of Israel, there has not been one new town that's been erected for an Arab population. On the contrary, you have these towns that used, of indigenous population people that lived in that land, who are unable, due to certain systematic laws, from expanding naturally into like in a demographic, natural way, expanding their villages. But on the contrary, you can see that these towns have turned into something more according to the lines of a ghetto or areas in which they're not, the village does not expand. You can see that it goes to the top. Huge buildings are coming up instead of the town expanding the way it should. Par exemple, ce que ça donne ce rapport à la propriété terrienne, c'est qu'en termes d'habitation, il n'y a pas eu, depuis la création de l'État d'Israël, de création d'une nouvelle ville ou d'un nouveau village pour les Palestiniens qui sont concentrés sur les mêmes lieux, y compris il n'y a pas d'allocation de terre pour l'extension naturelle, entre guillemets, des limites municipales, ce qui fait que progressivement les gens s'entassent dans des vrais ghettos et ne pouvant pas construire vers l'extérieur, on construit vers le haut dans des bâtiments qui sont, vous l'imaginez, dans des conditions compliquées. And more so, there is almost about 70,000 Arab Palestinians that are residents of Israel that live in unrecognized villages due to the fact that Israel does not want to, it does not provide them with the natural municipal services such as water, electricity, etc. And they are threatened to be demolished at any second, such as we saw in the Negev a few months ago. Et un certain nombre de villages étant officiellement entre guillemets reconnus, il se trouve qu'il y en a qui ne sont pas reconnus. Et donc aujourd'hui, c'est à peu près 70 000 Palestiniens citoyens israéliens qui vivent en Israël dans ce qu'on appelle des villages non reconnus, c'est-à-dire que l'État ne les reconnaît pas et ne fournit pas un certain nombre de services de base, eau, électricité et autres, et qui plus est, sont sous la menace permanente d'ordre d'expulsion, de démolition, comme ça s'est vu dans les mois qui viennent de se passer avec des destructions de villages dans le Negev, le désert. And of course, even the villages that are recognized, as I mentioned, that are not allowed to expand, if you do want to expand as you should, your house the state will not give you a permit to build the house that you would naturally receive, and therefore your house is again in threat of being demolished at any second, since because
as I explained, the state does not give you a permit to build your house. Y compris dans les villages reconnus, donc s'il y a des volontés d'étendre les limites et de construire des maisons, les permis ne sont pas attribués, et donc toute nouvelle maison est immédiatement sous la menace d'un ordre de démolition, pour les raisons qui ont été mentionnées auparavant. I mean, the list goes on into what things you're limited into doing. For instance, you cannot get certain jobs because they require certain things, such as you being in military service. You cannot marry someone who's from an Arab origin, from any part of the Arab world, or even from the West Bank itself. So if you did marry someone there, you live in a state you live in this sphere where you cannot live with your spouse and children in the state of Israel, but as well you cannot live with them in the West Bank because it's complicated for you, especially if you're a resident of Jerusalem, and I will get to that in a minute. Et donc sur d'autres types de discrimination, il y a énormément de discrimination à l'emploi, puisqu'il y a des emplois, c'est ce qu'a dit Jean, qui sont réservés aux gens qui ont fait leur service militaire dans l'armée israélienne, et aussi des restrictions sur le mariage, puisque voilà, quand on est palestinien d'Israël, qu'on se marie avec quelqu'un d'ailleurs dans le monde arabe, ou même de Cisjordanie juste à côté, le conjoint ou la conjointe ne peut pas venir, et c'est même risqué, même si votre époux ou épouse est en Cisjordanie et que vous vivez en Israël, de leur rendre visite, puisque ça peut même vous faire perdre votre droit de résidence en Israël, notamment si vous habitez à Jérusalem, et je pense qu'il va en parler maintenant. And the last thing I will mention in terms of laws of segregation will be education, and it will be my transition into the cultural adoption of Palestinians living in the state of Israel. Now, the education system in Israel is legally recognized to have there's two educational systems. There's a Jewish education system and there's an Arab education system. And it's also documented that the Jewish child that goes to a Jewish school receives 3 times the amount of state budget that should be given to the Arabs in the same time. Autre exemple qui fera une transition vers les questions culturelles, c'est la question de l'éducation et du système éducatif. Donc même si on dit qu'il y a un système éducatif israélien, en fait tout le monde sait qu'il y en a deux. Il y a un système arabe et un système juif. Et si on compare les deux, en fait on se rend compte que par exemple, il y a 3 fois plus d'argent public par élève dans le système éducatif juif que dans le système éducatif arabe. 3 fois plus de budget. And of course, what the state does limits the education system in these towns, Arab towns and villages, is it does not allow them to teach a national identity, and does not give them the right to teach about their historical heritage or their cultural belonging to that land. And therefore you have people that grow into a surreal area with no belonging, and more into this state of ignorance of where they exist and who they are as a people and as a citizen. Et c'est pas seulement des questions budgétaires, c'est aussi des questions au niveau des programmes, avec l'interdiction dans les écoles donc arabes, palestiniennes, à l'intérieur d'Israël, d'enseigner aux élèves leur histoire, l'histoire de leur peuple, de leur nation, leur culture, etc. Ce qui fait que ça donne qu'on a des gens qui sont dans une situation étrange où ils n'ont pas de repères, on leur dénie leur passé, leur culture, et avec toutes les difficultés bien sûr que ça implique. Now, to move a little from the more factual basis to a more cultural understanding or psychological sector of this group of Arab citizens living in Israel, we can see that the surreal reality that they live in is given like a fact. You don't grow up and you don't find out that you're somehow a second-class citizen. You don't learn about it. You just know. You live and you know that you don't belong in the state that you live in. Donc d'un point de vue plus psychologique, comment la culture se construit, on ne vous apprend pas que vous êtes un citoyen de deuxième classe, on ne vous apprend pas que vous êtes discriminé, vous vous en rendez compte par vous-même, vous vous construisez là-dedans, et donc c'est dans la vie quotidienne qu'on comprend qu'on vit dans un état, à l'intérieur d'un état auquel on n'appartient pas. You don't need to know the laws to know that there's segregation, and you live in this paradigm that there's, you're from this land, but you're not from the state, so where do you exactly fit in? And the thing is, this is given to you by every surrounding that you have as an Arab resident. So for instance,
in your job you're naturally like discriminated against, but it's considered natural. You know, okay, you're Arab, and like it's considered natural that you're made fun of, or not made fun of, but like, you know, you're seen as someone that doesn't belong. Donc il n'y a pas besoin de connaître les lois pour savoir qu'on est discriminé. J'ai perdu en route, ça va revenir. Ça arrive quand on traduit d'avoir un trou. Voilà, on est vivre dans ce paradigme, il a dit paradigme, donc je le redis, parce que c'est un joli mot, qu'on appartient à cette terre, mais on n'appartient pas à l'État qui l'administre. Et ça a des répercussions quotidiennes. Par exemple, au travail, on subit des discriminations, des brimades, des moqueries. Il dit, mais enfin, pas seulement. Et en réalité, c'est quelque chose qui paraît naturel. C'est normal, en fait, cette situation dans cet état. I mean, the examples of it can go when you're buying, when you're selling, when you're working, when you travel from the airport, when you stop at checkpoints. Even police, not segregation, but the police racial profiling in cities like Jerusalem or Taipei or Lid or etc. However, so you ask what does it mean for them to be part of the state? And again, it does not. And because they live in a state of just daily living for survival. Like they work and they marry and that's it. They know they have no other not obligation, but they have no other possibility to expand. For example, because again, it goes back to the education, when you have only 5% that actually pursue or have the capability of pursuing a higher education. Et donc voilà, c'est dans le quotidien, c'est quand vous voyagez entre guillemets à l'intérieur de l'État, quand vous allez faire vos courses, quand vous allez à l'aéroport, etc., quand vous passez les barrages avec le profilage racial par la police, tout ça crée, participe d'une situation dans laquelle on a toute une partie de la population qui ne peut pas se projeter et qui en réalité se contente de survivre au quotidien dans cet état sans faire de projet, juste vivre, travailler, se marier, sans plus de perspectives, y compris d'étendre, entre guillemets, d'améliorer quoi, ces conditions de vie. C'est ça qui fait, entre autres, que par exemple, on a à peine 5% des Palestiniens d'Israël qui obtiennent des diplômes dans l'enseignement supérieur. Now, along the same lines, you can see that these Arab Palestinian residents do not try to pursue any form of political activism, and that's not. I mean, not because of the reasons that the state of Israel allows you to become political within the parliament of Israel only if you consider the Jewish factor of the state of Israel, but also because most of them get politically persecuted and targeted as security threats if they ever get associated with any political movements, and more so that it's when you see the brutality of what happens by police in demonstrations by Arab citizens, you can see that their right to the freedom of speech and their right to demonstrate is violated almost normally, and they don't want to be involved in that. Donc pour ces raisons-là, il y a peu de participation en réalité à la vie politique, et au-delà de ça, c'est que à part si vous êtes membre d'une de ces organisations tolérées dans les élections et les institutions israéliennes, à partir du moment où elles reconnaissent la nature juive de l'État d'Israël, c'est une condition légale pour pouvoir exister, vous vous exposez en vous investissant à la répression, aux brutalités policières, aux persécutions, etc. Et il suffit de voir la violence de la répression policière contre les manifestations de rue organisées par les Palestiniens d'Israël pour comprendre que si on parle de liberté d'expression, c'est pas vraiment le cas, et on comprend pourquoi peu de gens ont envie de s'investir en politique. And of course, they don't want to be considered as anti-state for reasons not to be persecuted later, but more so they also feel somewhat in a better predicament to their other brethren in other parts of occupied Palestine. Et donc il y a la volonté de ne pas être considéré comme étant un anti-État d'Israël,
avec le risque d'être réprimé tout de suite ou plus tard. Et en réalité, il y a la tentation de plutôt être dans une position de solidarité, de fraternisation, de fraternité avec les autres Palestiniens qui vivent à l'extérieur d'Israël, dans les territoires occupés notamment. However, more sadly, the predicament of Palestinians in the city of Jerusalem is even worse. Their status can be defined as not citizens, but as temporary residents of the city of Jerusalem, regardless of the fact that they've been there before the creation of the State of Israel. And what that means for them is that there's that feeling of being scared of losing your residency. And therefore, they fall within the huge bureaucratic system of the municipality of Jerusalem into always not signing papers, but proving that they're in Jerusalem, prove that they pay taxes in order not to be evicted at any moment from their houses. Et donc il insiste sur la situation particulière des Palestiniens qui vivent à Jérusalem, qui en réalité ont un statut de non-citoyens et qui sont considérés comme des résidents temporaires, même si, pour la majorité d'entre eux, ils vivent là et leurs ancêtres étaient là avant même la création de l'État d'Israël. Et donc ça crée une situation de confrontation à une machine bureaucratique terrible, où on doit tout le temps justifier du fait qu'on réside bien à Jérusalem, qu'on paye ses impôts à Jérusalem, etc., sous peine de se voir retirer son statut de résident et donc d'être expulsé de la ville. And the status of the residents of Jerusalem even goes beyond, because not only are they not considered not citizens of the State of Israel, but also and their temporary residency, but when it comes to being citizen of any state, they're considered to be they're given this second, you could call it a second-class Jordanian passport or a temporary Jordanian passport that really does not give them any sort of political or civil right to be defended in any kind of situation in which a state should defend its citizens. Cette situation donc, de non-citoyens, de résidents temporaires, ça va encore plus loin, puisque pour les résidents palestiniens, les Palestiniens de Jérusalem, quand il s'agit d'obtenir une citoyenneté d'un État, ils n'ont pas le droit d'être citoyens israéliens, mais ils n'ont pas le droit d'être citoyens palestiniens, je précise. Et donc c'est des citoyens d'États arabes secondaires, par exemple, qui peuvent avoir des passeports jordaniens ou ce genre de choses, mais qui ne créent absolument pas les conditions pour vivre une réelle citoyenneté et surtout pour avoir des droits et des structures qui les défendent, vu que c'est des États tiers. And just to even comment beyond the fact of citizenship or legal papers or etc., the municipality of Jerusalem itself, if you ever visit Jerusalem, you will see that the difference between West and East Jerusalem in infrastructure, municipal services such as picking the litter, master plans for houses, streets, etc., is very vast, in which the budget is seen to go to Western Jerusalem in the fact that they have gardens and better streets, etc., and that is so obviously not evident in the eastern part of Jerusalem. Et cette situation subalterne est visible à l'œil nu. En fait, si vous vous rendez à Jérusalem, vous vous rendez bien compte que la partie ouest, la partie occidentale de la ville, donc la partie juive de la ville, en comparaison de la partie arabe, et ça n'a rien à voir. Et c'est-à-dire qu'il y a une répartition entre guillemets du budget de la ville, de la municipalité, qui est à sens unique et sur des choses très précises comme l'état des rues, les plans d'urbanisme, etc., etc. Il n'y a rien côté est et tout l'argent est concentré côté juif. So in concluding remarks, I would like to say a few words about the BDS movement. Just to say that coming here, being in France or in Paris, in Europe in general, there's this air of a taboo when you speak about boycotting Israel. There's this clear, there's this mental link to being anti-Semitic or being, you can't do that. That's against the nature of helping states, and it's against peace, etc. However, I don't feel like boycotting Israel is a means of somehow destroying the state, etc. Because what it does is basically
it tries to coerce the state of Israel to disband, to put away its acts for the past 68 years and change the regime. And it has nothing to do with the existence of the state of Israel. It has nothing to. It's trying to. It has certain objectives and it wants to meet those objectives, and it's basically for equal rights. And there's absolutely nothing wrong with boycotting a state to ensure equal rights amongst human beings. Donc quelques remarques de conclusion sur la question du mouvement de boycott BDS. Il sait qu'en France et dans les pays alentours, il y a cette espèce de tabou qui fait que quand on évoque la question du boycott d'Israël, on peut être taxé assez rapidement, je confirme, d'antisémitisme, etc. Et lui dit tout ça n'a rien à voir. Il s'agit par le boycott d'exercer la coercition sur l'État d'Israël pour le contraindre à changer la façon dont il traite les minorités palestiniennes, la minorité palestinienne, depuis 65 ans. Il ne s'agit pas de dire on veut détruire l'État d'Israël, il s'agit de dire on veut l'égalité des droits en Israël, et l'égalité des droits, ça n'a jamais rien détruit. That's it, thank you. Merci beaucoup aux intervenants et merci pour la traduction. On va prendre les questions, on va les prendre tout d'un coup parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, et pour les questions qui s'adressent à Maj, on pourra les traduire aussi. Questions ou remarques, ou critiques. On est là pour ça. Là-bas au fond. Merci. Tout d'abord, ouais, je voulais dire que je regrette un peu. Alors, en fait, dans la description de l'event Facebook, on m'avait présenté un truc donc, de questionnement sur l'appellation Apartheid. Là, j'ai pas vu finalement de contradicteur. Donc, juste, je voulais juste dire que je regrettais ça, notamment. Donc, voilà, parce que je fais partie de l'UEJF, notamment. On avait fait. Il y a quelques mois, une rencontre avec des étudiants palestiniens et des étudiants israéliens. Majd avait participé également. Donc il y avait ces deux points de vue. Donc je trouve ça toujours plus intéressant quand il y a tous les points de vue. Mais maintenant, donc, pour avoir des questions, donc, du coup, plus sur le fond. Sur le fond, vous parlez clairement d'apartheid. Comment vous pouvez expliquer que dans un état d'apartheid, il y ait... le président de la Cour suprême qui soit arabe, qui est deux ministres, et que le juge qui est jugé et destitué, l'ancien président israélien, soit également arabe. Comment vous pouvez expliquer ça? Je trouve que c'est assez bizarre. Et donc, ma deuxième question, c'est, je me considère comme certes sioniste, mais également pro-palestinien, très clairement, et je défends totalement le droit des Palestiniens, et de tous les Palestiniens, et pas seulement donc, ceux qui habitent en Israël, mais également ceux qui habitent, pour prendre un exemple, en Jordanie. Je trouve ça assez bizarre de faire quelque chose de lutte contre l'apartheid seulement en Israël du coup, alors que la situation des Palestiniens en Jordanie, notamment dans le royaume hachémite de Jordanie, donc où il y a clairement une domination ethnique qui est claire. Pourquoi on ne boycotte pas dans ce cas-là la Jordanie également? Et donc de manière plus générale sur le boycott, ça aussi le boycott, et notamment le boycott culturel qui est prôné par BDS, il empêche les liens également avec cette région, et je trouve ça très dommage parce que je pense que la paix c'est aussi, on peut l'encourager en ayant plus de liens avec cette région. Et enfin, juste dernière remarque, sur l'appellation apartheid en elle-même. Je crois que vous dites que il n'y a pas de rapport avec la situation en Afrique du Sud. C'est quand même une stratégie de communication où on fait un lien avec l'Afrique du Sud. Moi, je trouve que c'est totalement anticonstructif parce que après, l'extrême droite israélienne, contre laquelle je pense on est tous ici à peu près contre, même totalement contre, je pense en tout cas pour ma part, va utiliser